TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. L'Assemblée nationale a voté ce jeudi à l'unanimité la loi organique précisant le fonctionnement du médiateur de la République. Celui qui est l'interface entre les populations et le pouvoir public a désormais le plein pouvoir de recevoir la déclaration des biens et des avoirs des personnalités et aussi de se prononcer sur la justesse, l'équité et la qualité des services publics. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme pour honorer la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme a marqué l'événement au Togo par une sensibilisation d'acteurs locaux à Anéro autour du thème de l'année, reconstruire en mieux, défendons les droits de l'homme. Et puis, c'est jeudi, Jean Edeyi sera plateau pour la page des sports. On évoquera notamment l'élimination de Asco de Kara de la Ligue africaine des champions et la deuxième sortie ratée des éperviers juniors au tournoi de l'UFOA B. Merci de suivre le journal de ce soir. Les champs de compétences et les attributions, les nouvelles attributions du médiateur de la République au Togo sont désormais définies. Le Parlement a voté la loi fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. Un texte voté à l'unanimité, c'était lors de la 15e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Compte rendu, Augustin Kossi. La séance est ouverte. 3 coups de maillet et la séance est ouverte. La commission des lois mise en place, les députés passent à l'examen de la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. C'est une refonte de la loi de décembre 2003. Une révision rendue nécessaire eu égard à l'évolution des fonctions du médiateur de la République. Elle est due notamment à la réforme constitutionnelle de mai 2019 qui attribue au médiateur de la République de nouvelles compétences. La réception de la déclaration des biens et avoirs de certaines personnalités, l'autosaisine et la limitation désormais de son mandat à 3 ans renouvelables une seule fois. La représentation nationale donne un feu vert et le gouvernement y voit un instrument juridique pour le renforcement de la démocratie. Ce renforcement prend tout son sens symbolique. Ce jour, 10 décembre 2020, Journée internationale des droits de l'homme. Il est chargé dans notre pays de recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme chargé d'un service public dans ses relations avec les usagers du service public. La nouvelle loi organique lui confère de nouvelles attributions, notamment l'autosaisine, permettant au médiateur de la République de se saisir d'office de tout problème relevant de sa compétence et de formuler des recommandations pour y remédier. Le texte donne également au médiateur de la République les moyens d'accompagner le gouvernement dans sa politique de modernisation de l'administration publique à travers la possibilité offerte désormais de diligenter des investigations sur les services rendus aux citoyens par les administrations publiques, les collectivités publiques, les établissements publics et tout autre organisme chargé d'un service public. La 6e législature, sous votre leadership, n'a eu de cesse de renforcer, de bâtir, de rénover, depuis bientôt 2 ans, l'ensemble des institutions de la République et de consolider le dialogue interinstitutionnel. Vous en avez encore donné une preuve palpitante lors de la discussion récente de la loi de programmation militaire en renforçant le dialogue entre l'institution parlementaire et l'institution militaire de notre pays. C'est pourquoi, au nom du président de la République, garant des institutions de la République, au nom de Madame le Premier ministre, je voudrais adresser à vous personnellement et à l'ensemble des députés
la reconnaissance du gouvernement pour votre précieuse contribution à la concrétisation des actions du gouvernement au profit de nos concitoyens. La nouvelle loi organique exigeait également du médiateur de la République la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle avant son entrée en fonction. Une voie de recours et de compromis, nous dira la présidente du Parlement. Le projet de loi organique que nous venons d'adopter est le fruit d'une réflexion sur la modernisation de nos institutions, entreprise depuis quelques années par le président de la République, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé. L'ambition est de rénover les fonctions de médiateur de la République avec un statut renforcé, une saisine facilitée et des pouvoirs accrus. Cette modernisation tend à répondre à deux impératifs. D'un côté, renforcer nettement la médiation conçue comme une tentative de faire prévaloir le droit et l'équité par la voie du dialogue, plutôt que par la contrainte du contentieux administratif. Dans cette évolution, une attention particulière est portée à l'organisation des services du médiateur de la République afin que l'usager éprouve moins de difficultés à effectuer des démarches administratives pour l'obtention ou le maintien d'une prestation. D'un autre côté, le médiateur de la République est chargé de recueillir les déclarations du patrimoine des responsables politiques et administratifs. En effet, cette loi organique renforce l'arsenal juridique existant pour répondre aux aspirations de nos concitoyens quant à la transparence et l'éthique dans la vie publique. Telles sont les modifications apportées ce jour par le législateur organique à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des services du médiateur de la République. J'espère que ce renouveau du médiateur de la République contribuera à faire de notre pays une démocratie encore plus moderne, assise sur des valeurs plus solides. Des valeurs fondées sur la défense et la protection des droits de l'homme. Et pour cela, ce renouveau exclut du champ de compétences de la médiature les questions liées à la politique. Cette actualisation de la loi relative au médiateur de la République portera donc une date assez particulière, le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Pour marquer l'événement au Togo, la Commission nationale des droits de l'homme a tenu une séance de sensibilisation avec plusieurs acteurs locaux à la préfecture des Lacs à Aného. La rencontre a essentiellement porté sur les implications du thème de l'année, reconstruire mieux. Défendons les droits de l'homme. Précision avec Chris Agbedinou et Eli Agbanyadao. La crise due au Covid-19 a-t-elle été exacerbée par la pauvreté, les inégalités, la discrimination et bien d'autres lacunes dans la protection des droits de l'homme? Tout porte à le croire. Il faut dès lors repenser le monde en appliquant les normes relatives aux droits de l'homme pour combattre ces défaillances révélées. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en est consciente. Et c'est à cet effet qu'elle a organisé cette rencontre de réflexion avec les acteurs locaux des Lacs à Aného. Objectif, trouver les voies et moyens pour relancer les activités de développement dans cette préfecture pendant et après le Covid-19 afin d'atténuer les effets néfastes de la pandémie sur les populations. Construction, tout le monde est concerné. Chacun de nous a un rôle à y jouer. Des individus au gouvernement, de la société civile aux communautés locales, en passant par le secteur privé, tout le monde a un rôle à jouer dans la création d'un monde meilleur pour les générations présentes et futures au lendemain de la Covid-19. Nous devons nous montrer solidaires pour éviter l'échec de tout en plaçant les droits de l'homme au cœur de la lutte contre la Covid-19. Chers participants, vous êtes les acteurs de développement de votre localité. Vous avez l'impérieuse nécessité d'orienter les populations sur la manière de développer les communautés. Car, en fait, la réalisation effective du développement durable
sera fonction du degré d'engagement et de participation réelle de tous les groupes sociaux et du public à la prise de décision. L'initiative de la CNDH s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre à travers le monde. Reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme est le thème retenu pour cette édition. Il met l'accent sur la nécessité de reconstruire l'humanité en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement. Les élus locaux, chefs traditionnels et acteurs économiques de base ont été sensibilisés sur la thématique et aussi sur la CNDH, sa composition, sa mission et son fonctionnement. Et toujours dans le cadre de la 72e célébration de cette journée internationale des droits de l'homme, l'Association mondiale pour les personnes démunies et les détenues a domestiqué le thème international autour de la gestion de la crise sanitaire actuelle dans les lieux de détention. Comment donc faire l'équilibre entre mesures de restriction imposées par la pandémie due au coronavirus et la vitalité des droits de l'homme? C'était donc une sensibilisation à l'endroit de la chaîne pénale et autres acteurs de la justice. Yasmine Kodia. La crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus a entraîné de nouveaux changements dans les milieux carcérales, notamment les restrictions des visites, la réalisation des tests précoces sur les détenus et le problème de la ration alimentaire. Dans le souci de préserver des droits de ces personnes en difficulté avec la loi, l'association Solidarité mondiale échange avec la société civile, les acteurs de droit et la chaîne pénale pour une meilleure efficacité dans l'application des tests. Nous qui sommes en liberté, on n'arrive pas à supporter les mesures. Comment les détenus, eux, ils peuvent vivre. La raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, c'est l'occasion pour moi d'encourager l'État et les partenaires financiers de contribuer de plus pour l'amélioration des conditions de détention dans notre pays. Occasion pour les acteurs de ce secteur d'amener la chaîne pénale à mieux accomplir sa tâche par des pratiques et des mesures légitimes et humaines. Nous voulons être de cœur avec les détenus. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés par les frères, par leurs sœurs, par les autorités, puisque à cette occasion, d'importantes mesures ont été prises en leur faveur pour qu'ils ne puissent pas ressentir la maladie et pour qu'ils se sentent quand même plus ou moins à l'aise dans leur lieu de détention. Il y a une décision courageuse du chef de l'État qui consistait en la grâce présidentielle de 1048 détenus par rapport à la grâce qui a été faite pour d'autres détenus. Donc dans toutes les prisons civiles du Togo, il y a eu le test Covid qui a été fait. Une autre mesure courageuse, c'est que la prison civile de Tchévié a été prise comme étant une prison hôpital. Il s'est agi pour les initiateurs de faire une analyse des impacts de la gestion de la crise sanitaire sur l'efficacité des droits de l'homme dans les lieux de détention et relever les défis rencontrés par les acteurs de la chaîne pénale dans le contexte de la crise sanitaire en matière du respect des droits de l'homme. La CEDEAO rêve de fournir de l'énergie électrique à moindre coût à sa population. Cela passera par l'opérationnalisation du marché régional de l'électricité. Le projet était en bonne voie, sauf que le Covid est passé par là et ça fait ralentir certains travaux. La 35e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, WAP, se tient à Lomé dans ce contexte pour voir comment réorienter les activités. La CEDEAO dans la dynamique d'opérationnalisation de son marché régional d'électricité. Le projet a reçu le soutien des partenaires techniques et financiers et a été lancé depuis juin 2018. L'idée est d'intégrer les systèmes électriques nationaux dans un marché communautaire unifié dans la perspective de permettre aux populations d'avoir accès à une énergie de qualité et à moindre coût. 75 projets prioritaires ont été identifiés pour produire 16 000 MW et construire 23 000 km de lignes d'interconnexion électrique. La première phase a considérablement évolué, sauf que la pandémie a freiné l'élan.
À la 35e réunion de coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, WAP, une présentation sera faite de l'impact du Covid-19 sur les projets prioritaires. Il faut mettre au même niveau d'information les partenaires techniques et financiers et réviser les stratégies d'action. The COVID effect is not only on WAP project. Le Covid-19 n'a pas impacté seulement le WAP, mais il a affecté tout le monde. Les fabricants et les sociétés de livraison n'ont pas pu livrer à temps. Voyager est devenu compliqué. Nous allons maintenant essayer de rattraper le temps perdu et nous allons redoubler d'efforts. Et on s'est rendu compte qu'en fait, de ressources, il y en avait suffisamment pour satisfaire nos besoins jusqu'au-delà de 2030 et quelques. Première phase d'abord, c'est la construction des infrastructures pour faire les interconnexions. Et ensuite maintenant, organiser l'administration de ce marché-là et s'assurer que ceux qui vont vendre vont pouvoir être payés à temps, à montant, et que ceux qui vont acheter aussi, s'ils achètent, qu'ils aient la fourniture normalement. Ensemble, les actions à entreprendre en vue d'accélérer la mise en œuvre des différents projets en chantier seront définies. Le temps presse à en croire les experts si l'on sait que le taux d'accès à l'électricité est seulement de 45%. Ce sont plus de la moitié des citoyens qui n'ont pas accès à l'électricité. On parle de 180 millions de personnes. Ce plan directeur consiste à 75 projets, dont 47 de production d'énergie et 28 en transport pour un montant de 37 milliards de dollars. Actuellement, le WAP est en train de mettre en œuvre une vingtaine, donc quasiment 10 en phase d'exécution et 10 autres en phase de préparation. Ce qu'on veut pour les 14 États membres, la CEDEAO a 15 États, mais vous voyez là, le Cap-Vert qui est une île. Donc les 14 États continentaux. Donc pour le moment, nous avons 9 pays qui sont interconnectés. Les 5 autres le seront horizon 2021-2022. Le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain WAP est résolument engagé à doubler d'ardeur en vue de l'opérationnalisation du marché régional. Le 35e forum des partenaires techniques et financiers se tient à la veille de la 15e session de l'Assemblée générale du WAP. Et le Togo, de son côté, poursuit donc ses efforts néanmoins pour donner de l'électricité à tous. La ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines a visité ce jeudi le chantier de la centrale thermique Kekeli Efficient Power. C'est à Gbetchogbe, dans la zone portuaire. Les premiers mégawatts sont attendus courant 2021. Le chantier aujourd'hui est réalisé à plus de 47%. Vons cela avec Ekwesala. Sous un soleil de plomb, des ouvriers à l'œuvre sur le chantier de la centrale thermique Kekeli Efficient Power. Les travaux démarrés en juin 2019 avancent. Le taux d'exécution du projet tourne à ce jour autour de 47,67%. Au niveau du cycle ouvert de 47 MW, les travaux sont exécutés à 67,50% contre 73,64% pour la ligne de transmission et 46,30% pour le cycle combiné de 65 MW. La centrale est prévue pour être mise en service courant l'année 2021. Sur le site, la ministre déléguée chargée de l'énergie et des mines est en inspection pour apprécier l'avancement des travaux. Les différentes installations de la centrale lui sont ici présentées. Ceci pour lui permettre de mesurer avec exactitude le travail qui reste à faire dans les prochains mois. 332 personnes restent mobilisées chaque jour sur le chantier, dont 274 nationaux avec 275 emplois permanents créés. Ce projet, initié dans le contexte du Plan national de développement, va coûter au gouvernement une enveloppe financière de 85 milliards de francs CFA. Après avoir invité Kekeli Efficient Power à respecter le délai, Maounion Mila Aziablé s'est rendu sur le site du WAPCO, une entreprise spécialisée dans le transport du gaz naturel. Ici, elle a touché du doigt le fonctionnement de la société. Tout comme avec la société Kekeli Efficient Power, la ministre a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise WAPCO.
Nous restons pas loin de la mer. Un commando composé de 5 pirates vient d'attaquer le navire Omega battant pavillon du Panama. Alerté, le centre opérationnel de la Marine nationale togolaise a dépêché des fusiliers commandos. Ces derniers, heureusement, ont pu mettre la main sur les pirates avant de prendre le contrôle du bateau. Rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice militaire déroulé ce jeudi en haute mer et nous vous proposons de vivre l'instant avec Edem Sousoupo. L'efficacité dans l'action en matière de lutte contre la piraterie maritime. La marine togolaise se donne les moyens de sa stratégie. Après 4 semaines de formation assurée par le détachement des éléments français au Sénégal, les fusiliers marins commando togolais passent à la démonstration. Un exercice contre la piraterie maritime dénommé Pirates 2020.1 a été effectué en présence de la ministre des Armées. En haute mer, la marine togolaise a testé le niveau de gestion, de planification et de conduite d'une crise maritime. Aujourd'hui, nous avons atteint déjà un palier. Le palier, c'est de pouvoir intervenir efficacement sur un navire en mer, au mouillage, donc en position statique. L'autre palier à venir serait la reprise de vive force, c'est-à-dire reprendre le contrôle d'un navire en route, en mouvement. Et je peux vous dire, garantir aujourd'hui que les fusiliers de la Marine nationale sont suffisamment outillés pour pouvoir gérer une crise majeure en mer telle que la piraterie maritime. Cet exercice a également permis d'apprécier les capacités des fusiliers marins à intervenir promptement à bord d'un navire piraté et à le délivrer des mains des ravisseurs. Cette simulation a été rendue possible grâce aux 2 embarcations de transport rapide et Traco mises à la disposition de la marine togolaise par la France. Après avoir vu l'exercice synthèse auquel nous venons d'assister, je suis aujourd'hui extrêmement satisfait du niveau qui a été atteint par cette escouade des fumagros togolais et qui démontre la maîtrise, le haut niveau d'expertise atteint par cette unité en matière de savoir-faire techniques et tactiques dans le domaine de la contre-piraterie maritime. Cette démonstration grandeur nature en haute mer a aussi permis au commandement et aux visiteurs de jauger l'utilité de cette formation. Elle traduit les bonnes relations de coopération franco-togolaises, à en croire la ministre des Armées. Je voudrais transmettre les sincères remerciements du chef de l'État, chef des armées, à la mission de coopération française qui ne cesse de mettre à notre disposition les compétences essentielles pour l'accomplissement de nos différentes missions par des formations spécifiques et adaptées. Quant à vous, stagiaires, nul n'est besoin de vous rappeler cet adage. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Le golfe de Guinée connaît depuis quelques années une recrudescence des actes de piraterie avec enlèvement de marins et le Togo, de par sa position géographique, n'est pas épargné par ce fléau et doit donc se préparer pour y faire face. Et après donc cet exercice militaire pour garder donc les côtes togolaises sécurisées, nous nous rendons à la primature pour évoquer cette cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le comité a été installé par Madame la ministre en charge du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida. Le comité a pour rôle d'assurer la préparation technique des sessions du Haut Conseil. Il est chargé de centraliser toutes les informations relatives à l'emploi des jeunes, des principaux démembrements techniques des institutions publiques et privées. Il instruit aussi au plan technique les dossiers soumis par le Conseil ou proposés par les pôles. Le Conseil il est composé de 17 membres. Nous avons plus de précisions dans ce sujet de Yves Agbevivi. Au Togo, le marché de l'emploi est confronté aux problèmes de chômage et de sous-emploi des jeunes qui se situent respectivement à 3,4% et 24,9%. Pour résorber ces taux, le gouvernement a mis en place des mécanismes. Le dernier en date, la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, dont le comité de pilotage est aujourd'hui installé. Aujourd'hui, le comité de pilotage a été complètement opérationnalisé. Donc le mandat de ce comité est de 3 ans.
renouvelables. Les missions de ce comité, c'est d'accélérer la création massive d'emplois et de positionner les jeunes à des places de choix dans l'administration publique, dans le privé, mais aussi au-delà de nos frontières. Propulser la jeunesse dans l'auto-emploi tant sur le plan national qu'international. Paul Pelli est l'un des jeunes Togolais qui s'y illustre déjà. Nous sommes axés d'aller avec le temps et de nous présenter sur le chemin international en mettant ces cafés dans des capsules Nespresso et dans des capsules de type Dolce Gusto pour avoir un accès plus prompt sur le marché international et aussi local. C'est ce défi-là que nous voulons relever en disant dans ces capsules, il y a du café made in Togo. La tâche de la coalition est alors immense. Suivre ces jeunes chômeurs et entrepreneurs pour faire des propositions concrètes selon la feuille de route gouvernementale. Madame le ministre du Développement à la base l'a rappelé au comité de pilotage avant de l'installer dans ses fonctions. La tâche est immense et le champ grand. Pour vous, chers membres du comité, car être membre du comité de pilotage est l'une des charges les plus éminentes et les plus prestigieuses de la coalition et également l'une des plus difficiles. En votre qualité de membre d'un organe stratégique de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, il vous revient de veiller au bon fonctionnement de toute la chaîne et de vous assurer que les membres des groupes thématiques remplissent chacun leur rôle dans les limites de leurs compétences. Sur ce, je vous déclare installé en tant que membre du comité et je vous renvoie à l'exercice de vos missions. La coalition nationale est composée de 3 organes. Le Haut Conseil, présidé par le Premier ministre, le comité de pilotage et le secrétariat permanent. L'autorité de régulation des marchés publics a rendu public, donc elle vient de publier le code d'éthique et de déontologie qui devra désormais régir les passations de marché. Ce code vient en soutien aux divers autres outils qui existent pour prévenir, sinon réduire la corruption dans le secteur. Il a été présenté ce jeudi aux différents acteurs concernés en une rencontre dont nous parle ici Christine Pecheki-Aloudé. Les ingénieurs. La corruption est un phénomène qui plombe le secteur des marchés publics. La corruption se traduit par des actes frauduleux ou illicites pour remporter des appels à concurrence des agents publics chargés de l'acquisition à l'égard de certains soumissionnaires. Un code d'éthique et de déontologie dans la commande publique est rendu disponible par l'autorité de régulation des marchés publics. C'est des règles pour aider à mieux passer les marchés, c'est-à-dire à établir plus d'équité, de justice et de transparence dans les marchés. Des formulaires ont été élaborés, notamment les formulaires de déclaration d'intérêt, à remplir par tous les agents publics impliqués dans les marchés publics. Il y a aussi le formulaire de déclaration donc, de patrimoine et de biens. C'est des formulaires ou des dispositifs qui contribuent à prévenir la corruption. Et quand tout le monde le fait, ça veut dire que même l'autorité contractante qui vous fait confiance, même l'opérateur économique qui vient aussi passer le marché chez vous, est rassuré. La transparence dans la commande publique, c'est ce que le document encourage. Il prévoit donc des sanctions en cas de non-respect des règles édictées. Pour le code des marchés publics, il y a plusieurs sanctions comme l'exclusion. Maintenant, pour les agents publics, l'ARMP aussi peut demander à leurs supérieurs de les sortir du circuit de passation des marchés publics. La victoire contre la corruption, selon le président de la APULSIA, passe nécessairement par la maîtrise de la corruption. D'autres sessions de vulgarisation seront entreprises dans les prochains jours à travers les régions du pays. Et on va mettre le cap sur Palimé où l'Office togolais des recettes a inauguré mercredi son nouveau bureau préfectoral, un nouveau cadre propice au travail et à un meilleur accueil des contribuables. La cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire général de l'OTR, Ramdan Bassina, y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. Un bâtiment d'un peu plus de 3000 m² de superficie entièrement dédié à la division des opérations fiscales régionales des plateaux ouest. L'inauguration des bureaux ici à Palimé sonne comme une concrétisation de la politique de l'Office togolais des recettes d'être plus proche du contribuable. Désormais, les différentes prestations de l'OTR sont à la portée des populations. C'est encourageant
Et ça nous permettrait aussi de faire nos efforts pour répondre aux exigences des impôts. Il y a actuellement une politique de grands travaux à Kpalimé. Il y a à peu près 9 rues qui seront rétablies, goudronnées. Et on ne va pas oublier la route Lomé-Kpalimé également qui est en construction. Donc, ça prouve que l'argent que le contribuable togolais paie va dans une caisse et après dispatching sert à construire des infrastructures pour le pays. Le commissaire général de l'OTR a par la même occasion rappelé aux contribuables le rôle qui est le leur dans le respect du civisme fiscal. Il a tenu à souligner le bien fondé des taxes dans le développement des communes. L'inauguration du bâtiment du bureau préfectoral de l'OTR constitue au plan local un important nouveau pas dans la dynamique des réformes de l'administration fiscale entamée par le gouvernement togolais sous l'impulsion du président de la République. Cet immeuble présente le symbole de notre partenariat et l'engagement de notre administration fiscale à être à l'écoute des usagers et des contribuables. L'inauguration des bureaux de l'Office togolais des recettes a été couplée d'une journée porte ouverte sur l'OTR et des débats autour de l'importance des taxes d'habitation dans le budget communal, la taxe foncière, ainsi que les risques liés à l'importation des marchandises en contrebande et les causes sur l'économie nationale. Et on va faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour du jeudi 10 décembre 2020, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3182, 31 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2714, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 402. Le nombre de décès est de 66, un nouveau décès depuis hier. Ce point est signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. C'est jeudi, nous passons à la page des sports. Bonsoir Jean Hédéji, merci d'être sur le plateau. Bonsoir Alice. Et on commence plutôt par une pas très bonne nouvelle, ASCO de Kara qui est éliminé de la Ligue africaine des champions. Oui, Alice, défaite 0-8 contre 1 une semaine plus tôt en terre ivoirienne. L'association sportive de la COSA devait remporter la manche retour à Lomé dimanche dernier face au Racing Club d'Abidjan. Les Condorans ont quand même acquis une victoire 2-1, mais pas suffisant pour poursuivre l'aventure. Ils sont donc tombés les armes à la main, ce que nous précise Laurent Boumavo. Remporter le match avec un écart de 2 buts, c'était l'équation à résoudre pour ASCO de Kara. Mais les choses se compliquent pour les Condorans qui concèdent l'ouverture du score d'entrée de jeu suite au pénalty transformé par Kwadio Nguessa à la 5e minute. Ce but du Racing Club d'Abidjan a quelque peu refroidi les ardeurs d'un poulain d'Ametoko Messan au point que Tchakei Marouf manque l'occasion de revenir au score à la 34e minute. La pause intervient sur ce léger avantage du Racing Club d'Abidjan. À la reprise, les jaunes et noirs passent à la vitesse supérieure. Nyama Akate à la 55e minute réussit un lob qui bat le portier Ayaï Charles Folly. ASCO 1, RCA 1. Dès l'égalisation, ASCO prend le contrôle de la partie. Les Ivoiriens résistent mais craquent à la 90e minute sur un coup franc de Tchakei Marouf. Durant les 5 minutes du temps additionnel, ASCO fait le siège du camp du Racing Club d'Abidjan. Seri Logbo, Abou Moutalabou Ouattara ne réussiront pas à inscrire le but décisif synonyme de qualification. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. ASCO de Kara, champion en titre, quitte la compétition malgré cet avantage de 2-1. L'aventure se poursuit en revanche pour le Racing Club d'Abidjan qui affrontera au Royal de Conakry au second tour. Après donc l'élimination du club, la vie continue quand même au club. Un communiqué d'ASCO pour poursuivre. Oui, c'est comme tu dis. Après donc son élimination en préliminaire de la Ligue des Champions par Racing Club d'Abidjan, ASCO tient son assemblée générale élective samedi 12 décembre au Palais des Congrès de Kara. Seule la liste émergence est en lice pour la dite élection. D'ASCO, nous
partons parler de la sélection nationale junior. Ils sont au Bénin, ces éperviers juniors. Ils ont raté leur seconde sortie dans le tournoi UFOA B de leur catégorie. Effectivement, Alice, après avoir réalisé un nul d'un but partout face au Burkinabé 3 jours plus tôt, les Togolais ont courbé les Chines 0-8 contre 2 devant leurs homologues du Bénin mardi dernier. Cette défaite condamne les moins de 20 ans Togolais à l'exploit demain vendredi contre le Niger dans l'optique d'une qualification pour les demi-finales. Le résumé du match Bénin-Togo, c'est sous le commentaire de Aflim Johnson. Dans le duel entre voisins, les écureuils ont été plus forts. Les éperviers y ont cru pourtant, mais déséquilibrés par l'abattage physique de l'adversaire, les U20 togolais n'ont pas mis longtemps pour craquer. Obligés de gagner pour se maintenir en vie dans le groupe A, les Béninois se retrouvent très vite en position favorable. Charbel Gomez du pied droit envoie le cure dans la lucarne gauche de la cage togolaise dès la 15e minute. L'attaquant béninois décide de mettre et Bourreau échappe une seconde fois à la garde de la défense togolaise un quart d'heure plus tard et va s'offrir un doublé. Les Béninois font l'essentiel en une demi-heure. Les tentatives de redémarrage des Togolais restent infructueuses jusqu'à la pause. En seconde période, les éperviers sont plus convaincants certes, mais font sans la précision devant les perches des écureuils, confirmant ainsi le verdict des premières 45 minutes, Togo 0, Bénin 2. Surprise 0 but contre 1 lors de la première journée du tournoi UFOA B U20 par le Niger, le Bénin se redresse grâce à ses 3 points, juste un pouce derrière le Niger, ce dernier dont le match face au Burkina Faso s'est soldé par le nul 1 but partout. Le Togo quant à lui a émietté ses chances de qualification pour les demi-finales. Les éperviers U20 sont condamnés à vaincre le MENA junior du Niger ce vendredi et compter dans le même temps avec un faux pas de leurs concurrents pour espérer décrocher l'une des 2 places. Dans le groupe B, le Ghana et la Côte d'Ivoire n'ont plus rien à craindre car sur 2 passés au détriment du Nigeria. Les Nigérians se sont inclinés 0-1 devant le Ghana après le nul 1-1 concédé face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était au repos durant cette deuxième journée puisque le groupe B se limite à 3 équipes. Merci Jean et DJ. Prochaine page des sports. Plutôt prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, c'est pas pareil, c'est plutôt voilà, un grand rendez-vous plus complet et des sports, c'est samedi prochain. Samedi, à partir de 13h45. C'est bien, sport vous restez avec nous, ne partez pas encore. Okay. Pour parler de celle qui aurait eu 75 ans dans 21 jours précisément. Elle est née un 1er janvier 1945. Le Togo la pleure depuis le 10 décembre 1973. Bella Bello, 47 ans aujourd'hui, qu'elle a été arrachée à l'affection et à l'amour du monde de la musique dans un tragique accident de la route. Georgette Nafiatou Adjouavi Jamier, donc dite Bella Bello, qui est retournée dans la paix du Seigneur ce 10 décembre 1973, dans sa 27e année, dans la fleur de l'âge, un accident à l'hélicoptère qui nous interpelle tous en période de fête, de faire très attention sur la route et de continuer par savourer quand même ces morceaux intemporels. On va finir avec Rokia, première sortie donc de ce tube le 11 septembre 1983, dansant hier, dansant aujourd'hui. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas qu'hier, seul au Togo, 31 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été donc enregistrés. Continuez par rester vigilants. Au revoir et à très bientôt. Jean, le gel. Si on ne peut pas se laver là. Oui, voilà. Allez, donc. Pas danser.